Lorsque Rachid al-Gilani chasse les Anglais d'Irak, à la suite d'un coup d'État, Fritz von Groba fait envoyer quelques appareils de la Luftwaffe pour protéger l'or noir irakien qui doit désormais abreuver le Reich. Le Mellah, important quartier juif de Bagdad, est mis à sac. Saddam Hussein n'a que 4 ans, mais son oncle maternel et futur mentor, Khair Allah Khalfa, dirige le pogrom. Il deviendra l'un des penseurs du Baas irakien, distillant un discours raciste de suprématie sunnite. De la Beyrouth vichiste où il est réfugié, le grand moufti de Jérusalem, Al-Husseini, accourt à Bagdad. De Damas arrivent Michel Aflaq et Salah Bitar, avec une armée de volontaires commandée par Al-Kaoudji, ancien officier du 2e bureau français. Le régent Ali El Hachem a pu s'échapper avec le petit roi Faisal II, 6 ans, dont la photo a servi de modèle à Hergé pour Abdallah. Gurkha et Britanniques reprennent rapidement le pays malgré les 3 avions de la Luftwaffe. Les Allemands sont faits prisonniers et l'oncle de Saddam Hussein jeté en prison. Von Groba et Al-Husseini parviennent toutefois à s'enfuir par le désert. Convertis à l'islam, von Groba tente de convaincre les Saouds de livrer leur pétrole au Reich. Mais Washington a la main sur l'or noir saoudien et soutient de plus en plus ouvertement Londres. Hitler décide alors d'aller chercher son pétrole lui-même directement à Bakou en URSS. 3 semaines plus tard, l'opération Barbarossa enfonce les frontières soviétiques. Le plan prévoit l'élimination ou la déportation des populations slaves et juives et leur remplacement par des Germains. Après la prise de Bagdad, les Britanniques continuent jusqu'à Damas avec les forces françaises libres composées de légionnaires et de volontaires du Pacifique qui attaquent l'armée de Vichy. Fin politique. De Gaulle promet l'indépendance et les forces de sécurité locales rallient la France libre. Par contre, Rommel et l'Africa Corps foncent sur le Caire, où des agents allemands promettent l'indépendance aux Égyptiens. Officiers dans l'armée, Gamal Abdel Nasser et Anwar el-Sadat sont arrêtés pour espionnage au profit de l'Allemagne. Ils se succéderont plus tard à la tête de l'Égypte, le premier soutenu par le KGB, le second par la CIA. Agent un jour, agent toujours. Renforcés de volontaires africains, les Français libres sont positionnés à Bir Hakeim pour stopper l'Africa Corps à 1 contre 10. Les radios sont confiées aux volontaires du Pacifique et émettent en tahitien, un code impénétrable. Les Français tiennent 2 semaines avant la contre-attaque victorieuse d'El Alamein. Le nazi genevois Jean-Maurice Beauvert organise l'exfiltration du grand moufti de Jérusalem coincé en Iran. Il passe par l'Italie, au nez et à la barbe des services italiens, qui tentent d'intercepter Amin al-Husseini, dont ils craignent l'influence islamiste sur leur colonie d'Afrique du Nord. Une ambiguïté du fascisme que déplore Hitler, qui reproche à Mussolini de lui avoir coûté une alliance fondamentale avec le monde musulman. Finalement, le grand moufti arrive à Berlin, où il retrouve plusieurs figures du nationalisme arabe, dont Rachid al-Gilani, le leader du coup d'État de Bagdad, le palestinien Hassan Salameh et Fawzi al-Kaoudji, l'agent double franco-libanais plus nationaliste qu'islamiste qui refuse son autorité. Amin al-Husseini devient en effet président du gouvernement palestinien en exil et Beauvert est son secrétaire. On les entend à la radio, ils rencontrent Goebbels et même Hitler avant de quitter Berlin pour Sarajevo. Beauvert, qui connaît bien la région, veut y recruter des divisions SS de volontaires musulmans, projet appuyé par von Leers et Himmler. Ce que Hitler apprécie dans l'islam, c'est que les djihadistes qui meurent au combat accèdent directement au paradis, comme les Germains au Valhalla. Il reproche au christianisme d'avoir ruiné cet idéal, particulièrement utile à une armée dont les combattants tombent comme des mouches. Himmler
lit assidûment le Coran. Hitler en personne autorise les soldats musulmans à prier 5 fois par jour et à manger halal. Imams et mollahs sont adjoints aux recrues alors que les SS n'avaient jusqu'alors pas d'aumônier. Au même moment, pour soutenir spirituellement la grande hécatombe patriotique, Staline organise le retour de la religion, jusqu'alors âprement combattue. Dans les Balkans, les SS bosniaques se distinguent par leur férocité à l'égard des civils, et le grand moufti collabore à la déportation des communautés juives de Sarajevo et Salonique, aux côtés d'un certain Alois Brunner. Tandis qu'une autre division SS bosniaque, stationnée en France, rejoint massivement la résistance, où combattent déjà quelques 5000 maghrébins. Ils sont même 200 000 dans les troupes de la France libre.